Je m'appelle Emily Carter et je me souviens encore de la façon dont le visage de Jason s'est déformé lorsque j'ai prononcé ces mots. Je l'ai vendue. Cette maison qu'il pensait être son cadeau éternel, payé par moi, n'était plus la sienne. Et elle a fait claquer la porte en criant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» alors que je me tenais dans l'ombre du porche, détenant le pouvoir qu'il avait toujours considéré comme acquis. Permettez-moi de vous poser la question suivante. D'où regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où va cette histoire. Parce que si vous avez déjà été le gentil de la famille et que vous avez été trahi malgré tout, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, avec un verre de lait, un billet de $10 et la première fois que j'ai appris que j'étais moins que les autres. C'était un samedi matin humide dans notre cuisine grinçante du Tennessee. Le genre où la porte moustiquaire fait plus de bruit que le vieux ventilateur de la fenêtre. J'avais 12 ans. J'étais encore assez petite pour avoir besoin d'un escabeau pour les placards supérieurs, mais assez grande pour ressentir la gifle d'être négligée. Jason était déjà à table, enfournant paresseusement des céréales dans sa bouche d'une main et faisant défiler son téléphone à clapet encombrant de l'autre. Il avait 14 ans, il était suffisant et en or, comme le sont tous les grands frères avant que la vie réelle ne les frappe. Maman était en train de lui servir un jus d'orange quand papa a sorti son portefeuille en soupirant. « Tenez », dit-il en faisant glisser un billet de $20 sur la table. Cela devrait couvrir le déjeuner de la semaine prochaine. Tu dois aussi t'entraîner. Jason acquiesce comme un roi qui reçoit un hommage. Oui, l'entraîneur a dit que nous pourrions nous rendre à Memphis pour les championnats régionaux. Bien, dit papa en refermant son portefeuille. Je suis entré dans la pièce à ce moment-là, tenant mon sac à lunch vide comme une excuse. Je crois que j'ai aussi besoin d'argent pour le déjeuner. Le mien a été épuisé jeudi. Maman n'a même pas levé les yeux de l'évier. Emily, nous en avons déjà parlé. Tu es assez grande pour gérer ce qu'on te donne. Sois plus intelligente la prochaine fois. Mais Jason, ai-je commencé, puis je me suis arrêtée quand Jason a reniflé sous son souffle. Jason est un garçon, interrompt papa. Les garçons mangent plus. Les garçons ont besoin de plus. Je les regardais fixement. Je les regardais fixement. Papa s'est levé, redressant sa ceinture comme si la conversation l'ennuyait. Ne dramatise pas. Tu survivras. Tu veux de l'argent? Fais du babysitting. Gagne-le. Jason sourit par-dessus sa cuillère. Le verre que je tenais dans ma main tremblait. Ce n'était qu'un simple verre de lait. Mais je sentais la chaleur monter de mes joues comme de la lave sous la peau. Je l'ai posé trop fort. Pas assez pour le casser, juste assez pour qu'il regarde tous. Alors il a droit à tout parce que c'est un garçon. Ma voix s'est brisée à mi-voix, mais je m'en moque. Maman s'est finalement tournée vers moi, une serviette à la main, le ton fatigué. Arrête d'en faire tout un plat. Les garçons ont des besoins différents. C'est de la biologie, chérie. Jason s'est adossé à sa chaise et m'a fait le même sourire suffisant qu'il arborait toujours lorsqu'il gagnait sans effort. Ne t'inquiète pas, et aime. Les filles sont plus douées pour le partage, non? Le silence qui a suivi n'était pas calme, il était chargé. Une injustice lourde et silencieuse qui m'écrasait les côtes comme une ceinture de sécurité lors d'un accident. Je me suis mordu la lèvre assez fort pour goûter au sang. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que si je parlais encore... Je pleurerais. J'avais appris que les pleurs ne changeaient pas les règles dans notre maison. Cela me donnait l'impression d'être faible. J'ai attrapé mon sac et je me suis détournée, mais pas avant d'avoir surpris Jason en train de me faire un clin d'œil, comme si tout cela n'était qu'une blague que je ne comprenais pas. Mais ce n'était pas une blague. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je serais toujours la deuxième par rapport à un garçon qui n'a pas levé le petit doigt pour m'aider. Deuxième pour des parents qui considéraient l'équité comme un luxe réservé aux garçons. Deuxième dans une maison où je n'avais rien fait de mal, si ce n'est d'être né du mauvais sexe. À ce moment-là, j'ai fait un vœu que je ne partagerai avec personne. Je l'ai murmuré au creux de ma poitrine en passant devant la porte de la buanderie qui ne se fermait jamais complètement. Je ne leur demanderai plus jamais $1. Je trouverai mon propre chemin. Et un jour... Ils me regarderaient, non pas comme la fille qui en avait trop besoin, mais comme la femme qu'ils n'ont jamais vue venir. Ce verre de lait et ces $20 froissés m'ont appris plus de choses sur la justice que n'importe quelle école. Et ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de dire. 4 années se sont écoulées comme les pages d'un livre que j'écrivais à la main.
J'avais 16 ans, mais je me sentais plus âgée, comme si j'étais née à 50 ans, tenant une calculatrice dans une main et un sac de produits surgelés du magasin du dollar dans l'autre point après l'école, pendant que les autres filles se peignaient les ongles et s'échangeaient des SMS sur le bal de fin d'année. J'attachais mon tablier taché de graisse derrière les friteuses du Buck's Burger Bar, sur la route 9. Ce n'était pas très glamour. Et la moitié des lumières clignotaient et la porte du congélateur se bloquait si souvent que nous utilisions un manche à balai pour la maintenir fermée. Mais c'était à moi. Mon salaire. J'avais menti sur la demande d'emploi, bien sûr. J'ai écrit 17 au lieu de 15, j'ai éplé mon deuxième prénom juste au cas où quelqu'un ferait une contre-vérification. Monsieur Simons, le directeur, n'a pas posé beaucoup de questions. Il était trop désespéré pour garder des corps chauds dans l'équipe de nuit. Il m'appelait toujours avec un demi-sourire qui disait qu'il savait que quelque chose n'allait pas mais qu'il ne voulait pas perdre une fille qui arrivait à l'heure et ne volait jamais de frites dans le panier. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la dignité. En balayant ces sols poisseux après minuit, je me sentais plus enracinée que jamais dans ma propre maison. Je construisais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Chaque billet de 20 plié au fond de mon tiroir à chaussettes me rapprochait un peu plus du moment où je n'aurais plus jamais à entendre « les garçons ont besoin de plus jamais » après le travail. Je faisais les 3 pâtés de maison pour rentrer chez moi, les réverbères peignant le trottoir en taches ambrées brisées. Certaines nuits, je répétais des formules mathématiques dans ma tête. D'autres nuits, je rêvais pas des rêves de princesse, mais des feuilles de calcul dans de petits appartements et des cafés avec des coins tranquilles où personne n'avait besoin que je m'excuse d'exister. Mais la liberté, comme je l'apprenais, n'est jamais facile, pas pour les filles comme moi. C'est arrivé un mardi. L'odeur des rondelles d'oignon collait encore à mon sweat à capuche lorsque Monsieur Simons m'a appelé dans l'arrière-boutique. Il avait l'air nerveux, comme s'il venait de manger quelque chose qui ne lui convenait pas. « Asseyez-vous, a-t-il dit gentiment en croisant les bras. Je me suis assis. Il a expiré comme si l'air avait un poids. J'ai reçu un appel de l'entreprise. Les commissions du travail ont fouillé. Quelqu'un les a informés que des mineurs travaillaient de nuit. Ils ont demandé l'âge des salaires. Je me suis figée. Il n'a pas voulu me regarder et a continué. Ils ont vérifié les vôtres, ai-je dégluti. Monsieur Simons Émilie, dit-il calmement, utilisant mon vrai nom pour la première fois depuis des mois. Je suis désolé. Tu as 16 ans et il est interdit de travailler après 21 heures pendant les semaines d'école. S'il nous trouve, le magasin pourrait fermer. Il a poussé vers moi une enveloppe impeccable. Mon dernier chèque de paie plié proprement et droit, comme un adieu que je n'ai pas pu choisir. Tu as été le meilleur employé que j'ai eu en 2 ans, a-t-il dit, presque pour lui-même. Mais je dois te laisser partir. Ma gorge s'est serrée. Mais j'ai acquiescé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. Je me suis levée, j'ai pris l'enveloppe et je suis entrée dans la nuit glaciale du Tennessee. Dehors, l'air était plus vif que d'habitude. Je respirais par nuages et mes doigts picotaient tandis que je rentrais chez moi sous le halo brisé des lampadaires. Je me sentais vide, comme si je venais d'être effacée. Ce n'était pas seulement le travail. C'était la première fois que je me disais qu'ils avaient peut-être raison. Peut-être que les filles comme moi, les filles tranquilles, les bonnes filles, les filles qui travaillent, ne sont pas censées gagner. J'ai peut-être été stupide de penser que je pouvais combattre la gravité avec de l'huile de coude et des notes d'examen. Je suis passée devant la fresque murale de la ville, où quelqu'un avait peint un oiseau tordu aux ailes brisées. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé fixement. Figée par l'ironie de la situation. Quel genre d'oiseau a appris à voler avec des plumes coupées? Moi, parce que même si je venais de perdre ma seule source de revenus, je ne suis pas rentrée chez moi et je ne me suis pas effondrée. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Ils n'ont jamais su que je travaillais la nuit. Ils pensaient que je restais tard pour participer à des clubs de débat, quelque chose de respectable, quelque chose de féminin. Ce soir-là, j'ai compté l'argent dans mon tiroir, 223,17 $. Pas assez pour l'université. Pas assez pour le loyer. Mais assez pour continuer. Assez pour réessayer. Mon monde n'allait rien me donner. Mais je m'améliorais à prendre point. Si Flipping Burger a été ma première expérience d'indépendance, la revente de chaussures d'occasion sur Internet a été ma véritable rébellion. J'ai commencé doucement. En listant des choses que j'avais déjà. Une paire de bottes éraflées datant de la 4e.
Une robe à pois qui sentait encore légèrement le bal de fin d'année du lycée. Je les ai photographiés sur un drap blanc craquelé près de la fenêtre et j'ai écrit des légendes honnêtes. Doucement comme neuf. À ma grande surprise, les choses se sont vendues. Pas pour beaucoup, mais suffisamment. 10 $ par-ci, 20 par-là. Assez pour prouver que le monde me donnerait quelque chose si je trouvais le bon angle. Lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'université de Memphis, je l'ai tenue à deux mains comme une écriture sainte. J'allais y aller. Non pas parce que quelqu'un m'a dit de le faire, mais parce que j'ai dit que je le ferais. Je ne vais pas m'endetter, me suis-je dit cette nuit-là, en relisant la lettre à la lumière de l'écran fissuré de mon iPhone. Je vais me débrouiller. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'été précédent ma première année d'études à me pencher sur les poubelles des marchés aux puces, les coudes plongés dans les déchets des autres. J'ai appris quelles marques se vendaient, quels motifs étaient les mieux photographiés, quel magasin d'occasion faisait des soldes le mardi. Tous les samedis, je me réveillais avant le lever du soleil pour me rendre dans les vides-greniers avec un sac de sport cabossé et un budget strict. Vous prenez $1 pour ça, demandai-je gentiment en tendant le sac. Demandai-je gentiment, en tendant un sac à main en cuir abîmé que je savais pouvoir revendre pour $15. Il disait presque toujours au UI. Des retours à la maison, je nettoyais tout avec du vinaigre. Je les alignais sur le comptoir de la cuisine comme de petits soldats et je prenais des photos avec soin. J'ai baptisé ma boutique Scrap and Spark et j'ai regardé, stupéfaite, les commandes affluer. Le premier mois, j'ai gagné $283. Le deuxième, $611. Lorsque les cours ont commencé, j'avais gagné assez pour payer les livres, la nourriture et la compte pour un petit appartement près du campus, partagé avec 2 autres filles qui ne posaient pas de questions et ne se couchaient pas tard. Maman n'était pas très enthousiaste. Tu crois que c'est un vrai travail, s'est-elle moquée un soir où je rentrais à la maison pour emballer et expédier 10 commandes dans 5 États. Tu perds ton temps avec tout ça. Qui va embaucher quelqu'un qui se déguise avec de vieilles chaussures? Elle était appuyée sur la porte de la cuisine. Les bras croisés sur son peignoir à fleurs. Son ton avait ce mépris sirupeux qu'elle réservait toujours aux choses qu'elle ne comprenait pas. Je construis quelque chose, ai-je dit à voix basse, en scotchant un carton marqué Portland, or. Elle a ricané. Ce que tu construis est une distraction. Tu devrais te concentrer sur le vrai travail. Le vrai succès. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne considérerait jamais mon travail comme réel, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre me paye pour le faire dans un bureau avec des lumières fluorescentes. Jusqu'à ce qu'un patron signe un chèque et me donne la permission de me sentir accompli. Jusque-là, je jouais, mais je savais que c'était mieux. J'avais les mains sèches à force de plier des cartons, les yeux douloureux à force d'éditer des listes jusque tard dans la nuit, mais mon compte d'épargne ne mentait pas. Je ne lui demandais plus d'aide. C'était déjà une réalité, alors j'ai souri un peu. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne serai plus ton problème très longtemps. Elle n'a pas répondu. Elle a juste éteint la lumière de la cuisine en sortant, comme si cela allait m'arrêter, mais j'ai continué à travailler. Le jour, j'étudiais la microéconomie, le marketing, les statistiques, et la nuit, je faisais des cartons. J'ai vécu de lentilles, de riz et de shampoing étirés pendant des mois. Je n'achetais rien dont je n'avais pas besoin. Lorsque j'entrais dans mon cours d'économie avec des bottes de récupération et un sac à dos de chez Goodwill, je ne me souciais pas que quelqu'un le remarque. Ce qui comptait, c'étaient les chiffres. Et ils grimpaient. Mes colocataires pensaient que j'étais un peu obsédée. L'une d'entre elles, Léla, m'a demandé un soir, « Tu fais des études à plein temps et tu tiens un magasin. Tu dors comme quand ?» J'ai plaisanté, mais au fond de moi, j'étais sincère. Je ne recherchais pas le luxe, mais la liberté. Et si je devais passer par 10 000 inscriptions pour y parvenir? Je le ferais. Chaque fois que je me connectais et que je voyais un autre email, vous avez fait une vente, quelque chose de petit en moi guérissait. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était à moi. Un soir, seul dans la kitchenette commune du dortoir, j'ai préparé ma 100e commande, une veste brodée que j'avais trouvée pour $4 et que j'avais revendue pour $65. J'ai glissé une note manuscrite à l'intérieur de la boîte. Merci d'avoir donné une seconde vie à cette pièce. Vous faites partie de ma première vie. J'ai refermé la boîte et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme de petites étoiles. J'étais toujours fauchée.
Toujours seul. Je construisais encore mon échelle un échelon à la fois, mais je grimpais. Et je ne redescendrai jamais. J'ai eu 21 ans dans un dortoir qui sentait le café éventé et le ruban adhésif. C'était la semaine des examens. Pour la 3e nuit consécutive, je m'étais endormi avec des étiquettes d'expédition collées à mon jean. Et la pile de commandes en cours formait une pyramide tordue à côté de mon ordinateur portable, et mon manuel d'économie servait de sous-verre de fortune à ma tasse à moitié vide. Pas de gâteau. Pas de bougie. Pas d'appel de la maison. Jason avait posté quelque chose sur Facebook ce matin-là. Une photo suffisante de Miami, son bras passé autour d'une fille en bikini à Strass. Heureux d'avoir 24 ans aujourd'hui, la famille d'abord. Il y avait 300 likes. Notre mère a commenté avec 6 emojis durs. Elle ne m'avait pas envoyé un seul texto. Non pas que je m'attende à ce qu'elle le fasse, plus maintenant. J'ai passé mon anniversaire à faire ce que je faisais toujours. Lister, emballer, expédier, calculer. Mon corps se déplaçait en pilote automatique, mais quelque part au fond de moi, je sentais quelque chose de différent, comme si j'atteignais le bord de quelque chose. Ce soir-là. Après avoir imprimé ma dernière étiquette et nettoyé le comptoir avec un chiffon, je me suis assise sur mon matelas et j'ai ramené mes jambes sous moi. J'ai ouvert mon application bancaire, non pas parce que je m'attendais à quelque chose de nouveau, mais parce que la consulter était devenue une habitude. Un rituel. Une preuve que je n'imaginais pas les progrès. Lorsque l'écran s'est chargé, j'ai cligné des yeux. Puis j'ai cligné des yeux à nouveau. 70,081.26. Je l'ai fixé comme s'il allait changer. Mon pouce a survolé le bouton d'actualisation, comme si ce chiffre était le fruit d'une erreur. Peut-être avais-je halluciné une virgule. Mais non, c'était bien réel. C'était mon chiffre. Mon travail. Mes boîtes. Mes heures bizarres, mon courage, mes postes nocturnes dans des ventes de garage froides et mes week-ends manqués, mes rêves mesurés en dollars dans le silence. J'ai murmuré à voix haute, c'est moi qui l'ai fait. Pas avec fierté, pas avec arrogance. Juste avec admiration. J'ai regardé la pièce, nue, la fenêtre entr'ouverte pour laisser passer l'air, les guirlandes électriques qui tombent dans le coin, la chaise de bureau d'occasion avec un coussin que j'avais raccommodé à la main. Rien d'extraordinaire. Mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas demandé d'aide. Je n'avais pas emprunté un centime. Je n'avais pas pris $1 à la famille qui m'avait dit un jour que les garçons avaient besoin de plus. Et maintenant, j'avais plus que tout ce qu'ils savaient. Je me suis levé lentement, arpentant la petite pièce pieds nus, laissant le chiffre rebondir dans ma tête comme une musique. 70 000. Je pourrais rembourser le reste de mes frais de scolarité. Je pourrais ouvrir un vrai compte professionnel. Je pourrais améliorer mon système d'expédition. Je pourrais emménager dans un vrai appartement. Je pouvais partir. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mon livre de comptes. Un épais cahier à spirale dont les pages étaient usées au coin. Chaque vente, chaque dépense, chaque retour. J'ai passé ma main sur la couverture comme s'il s'agissait d'une chose vivante. Il y a eu des nuits où je n'étais pas sûre de pouvoir payer le loyer. Des nuits où j'ai mangé du riz au micro-ondes 3 fois par jour et où j'ai prétendu que je jeûnais pour me sentir plus en contrôle. Des nuits où j'ai pleuré tout bas dans mon oreiller parce que mes colocataires dormaient et que je ne voulais pas qu'on m'entende m'effondrer. Mais j'ai survécu à tout cela. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon appareil photo. J'ai fait une capture d'écran de l'application de la banque, puis une du grand livre. Je ne les ai affichées nulle part. Je ne les ai envoyées à personne. Elles étaient juste pour moi. La preuve. J'ai resserré mon sweat à capuche et je me suis rassis sur le matelas. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petit. Je ne me sentais pas inférieur. Je n'avais pas l'impression de survivre. Je me sentais puissant, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il signifiait. J'ai transformé mes restes en stabilité, mes rejets en revenus, mon silence en stratégie. J'ai repensé à Jason, bronzé et confortable dans une location hors de prix. Je me suis demandé s'il s'était jamais demandé d'où venait son confort, qui s'était sacrifié pour lui, qui l'avait laissé dans son sillage. Je ne l'enviais pas, car j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, la certitude. Je savais de quoi j'étais fait. Je pouvais tomber, échouer, être oublié et pourtant reconstruire. Il y avait là une certaine liberté. Ce soir-là, avant de me coucher,
j'ai allumé une bougie bon marché à la cannelle et j'ai murmuré un remerciement silencieux, non pas à quelqu'un en particulier, mais à chaque version de moi qui avait continué à avancer alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. La fille fatiguée aux articulations à vif à force de retourner des hamburgers. L'adolescente avec des callosités sur les doigts à force de soulever les bacs de la friperie. L'étudiante qui collait des étiquettes à 2 heures du matin au lieu de sortir. C'est eux qui m'ont amené ici. Pour la première fois, je me suis permis d'espérer, pas seulement de survivre, mais d'aller plus loin. Beaucoup plus. La remise des diplômes s'est déroulée sans fanfare ni applaudissements, à moins que vous ne comptiez les applaudissements rapides d'étrangers assis 3 rangées derrière moi. Mon nom n'a jamais été appelé avec des larmes dans le public, aucune pancarte n'a été brandie dans les gradins. Juste moi, marchant sur une scène avec des talons empruntés, serrant mon diplôme comme s'il s'agissait d'un passeport pour sortir du silence. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Personne n'est venu. Ce soir-là, j'ai mangé des frites au drive-in dans ma voiture et j'ai regardé le soleil se coucher derrière le stade de l'université de Memphis. Je n'étais pas triste. J'étais juste immobile. Comme si quelque chose s'était terminé, mais que l'écho ne l'avait pas encore rattrapé. 2 semaines plus tard, alors que l'encre de mon diplôme séchait encore, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable et tapé le nom Root & Rise Consulting. Cela sonnait un peu terre à terre, un peu ambitieux, mais cela me ressemblait. Mon objectif, aider les petites entreprises à se développer à partir de zéro en utilisant toutes les leçons que j'avais tirées de mes années de revente, de budgétisation et de survie. J'avais vécu ce que je vendais. Je n'avais pas besoin d'un pédigré soigné. J'avais des reçus. J'ai contacté des détaillants locaux. Une boutique dont j'avais l'habitude de m'approvisionner, un café endormi avec une clientèle fidèle mais sans présence en ligne, et même une ferme familiale qui avait besoin d'aide pour faire connaître ses œufs biologiques et son beurre de potiron. Je me suis présenté avec des feuilles de calcul, des messages et un enthousiasme auquel il n'était pas habitué de la part d'une personne de moins de 30 ans. Et petit à petit, ils ont commencé à dire oui. Un à un, les clients ont signé. Un calendrier des médias sociaux ici. Un audit d'inventaire ici. Des cartes de visite. Des titres, des changements de marque, des références ont été ajoutées au compte-gouttes. Rien d'énorme. Mais c'était réel. J'ai maintenu mes tarifs modestes et mes promesses honnêtes. Et cela s'est développé. Mon petit site web a commencé à recevoir des demandes de renseignements. J'ai rempli ma première déclaration d'impôt en tant qu'entreprise. J'ai même imprimé des stylos de marque, car rien ne me donnait l'impression d'être plus officiel que d'offrir à quelqu'un un stylo à mon nom. Ma vie me semblait enfin mienne, jusqu'à ce que Jason se présente au dîner. Cela faisait des mois que je n'avais pas mis les pieds chez mes parents, mais ma mère m'a appelé à l'improviste pour me faire une proposition que je n'ai pas pu esquiver. Nous dînons ensemble le dimanche, a-t-elle dit, comme si nous étions encore dans les années 90 et que nous prétendions tous que c'était normal. Viens, ça fait trop longtemps. Elle avait l'air bizarrement enjoué, curieux, même poli, méfiant mais intrigué. J'ai accepté. J'ai donc apporté une tarte aux fruits de la boulangerie près de mon appartement. J'ai mis une simple robe bleue et j'ai franchi la vieille porte d'entrée comme une visiteuse dans un musée de ma propre enfance. La casserole était dans le four. L'air sentait le romarin et la tension. Jason était déjà assis à la table, rasé de frais, le polo impeccable comme s'il avait été tiré d'un catalogue pour hommes. Ma mère s'est approchée, offrant du thé et des compliments sur la salade. Tu as l'air en forme, Émilie, dit-elle en jetant un coup d'œil à mes chaussures, comme si elle essayait d'en trouver la marque. Occupée, il paraît. Cette seule phrase m'a arrêtée. Elle ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail. Je le suis, répondis-je prudemment. Les affaires se développent. Ah, a-t-elle acquiescé, son regard se portant sur Jason. J'étais en train de mordre quand il l'a fait tomber. Je me marie cet été. Il l'a dit comme s'il commandait un dessert décontracté, pratiqué. Prête à recevoir des éloges. Ma mère s'est exclamée en frappant ses mains l'une contre l'autre. Enfin, je savais que ça allait arriver. Jason s'est penché vers l'arrière avec suffisance. Elle s'appelle Tessa. Elle est nutritionniste. Je l'ai rencontrée à la salle de sport. J'ai cligné des yeux. Waouh, c'est rapide. Ça fait un moment qu'on est ensemble, a-t-il haussé les épaules. Cela me semblait juste.
C'est alors que quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années est entré dans la pièce, de la chaleur. Ma mère s'est tournée vers moi, les sourcils arqués. Tu devrais venir plus souvent, peut-être apporter un bouc. J'ai des amis qui ont des boutiques, tu sais. Jason a même ajouté, je ne savais pas que tu faisais du conseil maintenant. C'est cool. Pendant des années, il a à peine levé les yeux lorsque j'entrais. Aujourd'hui, il m'appelle cool. Qu'est-ce qui a changé? Il n'a pas fallu longtemps pour relier les points. Il allait se marier. La famille voulait présenter un front uni, un père, réussi, fonctionnel, moderne. Et maintenant que je me débrouillais bien, j'avais soudain de nouveau de la valeur. Mais je m'en moquais, car une partie de moi, contre toute logique, était pleine d'espoir. Il me voyait enfin, me posait des questions. Jason a même demandé ma carte de visite. Maman m'a fait des compliments sur mon cœur. C'était comme une fissure dans le mur qui nous séparait. Pas assez pour faire confiance, mais assez pour respirer. En rentrant chez moi ce soir-là, j'avais encore en tête l'invitation. Passez plus souvent, montrez votre portfolio. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement la sœur de l'arrière-plan. Je n'étais pas la fille tranquille avec des chaussures d'occasion. J'étais quelqu'un qui avait une entreprise, une femme qui avait de la valeur. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le moment où ils allaient enfin me laisser entrer. Il y a des tiraillements futurs de part et d'autre, et il faut choisir. Pour moi, ce moment est arrivé un mardi matin de la fin du printemps, lorsque Jason a appelé. Et, dit-il d'une voix inhabituellement douce. Tu es libre pour qu'on se rencontre? Tessa et moi voulons te montrer quelque chose. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à la sortie de la ville, le genre d'endroit où l'on sert des cafés au lait de lavande et où il y a trop de plantes. Tessa m'a salué avec enthousiasme lorsque je suis entrée. Elle était élégante, blazer blanc, boucle, le genre de femme qui a l'air d'avoir reçu un mode d'emploi pour sa vie. Jason m'a sorti une chaise. Je suis content que vous soyez venu. Puis il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, des planchers de bois franc baignés de soleil, un porche enveloppant. Une cuisine avec des comptoirs en marbre et un évier de ferme. Une modeste maison de 2 étages à la périphérie de la ville. Propre, chaleureuse, pleine d'espoir. Nous l'avons trouvée le week-end dernier, dit Tessa, les yeux brillants. C'est tout ce que nous voulions. Mais l'acompte est élevé, a ajouté Jason, en tapotant les chiffres. Et avec le mariage, c'est beaucoup. Il n'a pas prononcé les mots, mais je les ai entendus. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous pouvez. J'ai regardé le prix, 770 000 $. Le genre de chiffre qui m'aurait donné le vertige il y a 5 ans, mais maintenant je pouvais le faire. Je pouvais transférer l'argent en 1 heure sans broncher. Je me suis assis, laissant leur voix s'estomper tandis que j'observais leurs yeux. Plein d'espoir. Nerveux. Un peu répétitif. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la porte d'entrée? Est-ce le prix à payer pour être vu? Ce soir-là. Je me suis assise à ma petite table à manger, sous l'effet de la lumière, le contrat ouvert à côté de mon ordinateur portable. J'ai lu les conditions 2 fois. Ce n'était pas un prêt. Ce n'était pas un partenariat. C'était un cadeau. Sans condition. Juste du sang. Juste la famille. J'ai pensé aux nuits où Jason s'est vu remettre des billets de 20 $ alors qu'on me demandait de me débrouiller. Les années de silence. Le fait qu'il ne m'avait pas invité à son anniversaire depuis 4 ans. Et pourtant, j'ai pris le stylo. Lors de la réunion de clôture, une semaine plus tard, Jason m'a serré la main comme un étranger et a murmuré, sérieusement. J'ai acquiescé. Vous méritez tous les deux un bon départ. Tessa a cligné des yeux. Émilie, c'est énorme. Tu n'étais pas obligée de le faire. Je voulais le faire, ai-je dit simplement. Parce que c'était peut-être vrai. Peut-être qu'une partie silencieuse de moi voulait encore être choisie. D'avoir confiance. D'être assez. La famille veille sur les autres, ai-je ajouté en souriant. Jason a ri, soulagé, stupéfait, n'arrivant toujours pas à y croire. Maman va pleurer quand elle va l'apprendre. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix chargée d'émotion. Émilie, ma chérie, ce que tu as fait.
C'est si généreux, si mature. C'était la première fois depuis des années qu'elle m'appelait ma chérie.et à ce moment-là, je me suis laissé aller à croire que c'était ça. Ma place à la table. Mon retour dans une famille qui me tiendrait enfin, à deux mains. Je n'ai pas su alors que cela me glissait déjà entre les doigts. Mais pour l'instant, je me suis laissé aller à le ressentir. La fierté dans la voix de Jason. La gratitude dans les yeux de Tessa. La chaleur tranquille dans le ton de maman. Je l'ai laissé s'enrouler autour de moi comme une couverture d'enfance que l'on sort d'un entrepôt, défraîchi, fragile, mais qui sent encore la maison. C'est un jeudi soir que le message est arrivé, une de ces nuits moites du sud où même l'air semble lourd de secrets. J'étais à mon bureau, en train de travailler sur un rapport d'analyse des ventes au détail pour un nouveau client boulanger, sirotant toujours le même café froid que j'avais versé ce matin. Là. Mon téléphone a sonné une fois, juste une fois. Jason, ne le prends pas mal mais tu n'es pas invité, c'est réservé à la famille proche. Je l'ai regardé pendant un long moment, attendant une réponse. Une blague, ou un « appelle-moi, laisse-moi t'expliquer ». Quelque chose, n'importe quoi, rien n'est venu. Je l'ai relu. Ne le prends pas personnellement. Mais comment pouvais-je le prendre autrement? Vous n'êtes pas invité, pas même à la réception, pas même par courtoisie, pas même comme bruit de fond, famille proche seulement. La phrase est restée là, comme une chute que je ne comprenais pas. Mes mains ont commencé à transpirer, même si je n'avais pas bougé. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers l'évier, ayant soudain besoin d'eau, d'air, de quelque chose pour enlever la douleur de ma poitrine. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, j'ai saisi le comptoir et je me suis regardé dans le miroir au-dessus de l'évier. Que avais-je fait de mal? Je leur avais acheté une maison. Signé des papiers. Souri pour les photos. J'ai ri de ces histoires sur les goûts pointilleux de Tessa en matière de carreaux de dosseret. Je me suis assise en face d'eux, le cœur ouvert, avec de la volonté. C'est ce que j'ai reçu, pas un appel téléphonique maladroit. Je n'ai pas eu droit à une explication. Juste à un texto. Je suis retourné vers mon téléphone, le cœur battant comme s'il avait des kilomètres à parcourir. J'ai relu le message une 5e fois. Il était toujours là, toujours aussi direct. Toujours sans ponctuation. Ce n'était pas seulement le refus, c'était aussi la façon désinvolte dont il avait été prononcé. C'était comme dire à quelqu'un que le magasin n'avait plus ses chips préférés. Pas un mariage. Pas le mariage de mon propre frère. Et pas après tout. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Effacée à nouveau. Que pouvais-je dire sans paraître amère ou suppliante? Finalement, je me suis contentée d'un seul mot. Compris. J'ai envoyé le message. En quelques secondes, le message a été considéré comme lu. Aucune réponse n'a suivi. Je me suis assis sur ma chaise, laissant le silence s'installer autour de moi. L'air conditionné s'est mis en marche. Quelque part à l'extérieur, le chien d'un voisin a aboyé une fois. Puis s'est tu. Le silence me semblait cruel. J'ai repris mon téléphone et ouvert la photo de la maison que je leur avais achetée. Le porche ensoleillé, les lignes épurées, le perron où Jason avait dit un jour « Nous accueillerons toutes les fêtes ici, monsieur tu auras toujours une place ». Quelle blague! J'ai pensé aux heures que j'avais passées à me demander si le cadeau était trop important. Il allait changer les choses pour le mieux ou les rendre bizarres. Je m'étais convaincu que l'amour, s'il était assez généreux, assez désintéressé, pouvait guérir même le fossé le plus profond. J'avais tort, car dans notre famille, l'amour avait toujours été transactionnel. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout ce que j'avais donné, je n'étais toujours pas à la hauteur, je ne suffisais toujours pas. Pas pour une chaise, pas pour une danse, pas même pour une part de gâteau hors de prix. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas emportée. Je suis restée assise, le téléphone à la main. À regarder le fil de messages vide. Je l'ai senti, pas le choc, pas la trahison, mais quelque chose de plus froid. Clarté, ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont exclu, volontairement. Seulement la famille proche. Les mots ont résonné dans mon esprit, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des mots. Juste une porte verrouillée dont je n'avais pas réalisé qu'elle se trouvait à l'extérieur pendant tout ce temps. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis plus d'un mois, depuis que les papiers avaient été signés et que Jason et Tessa avaient emménagé dans la maison de leurs rêves. Mais après ce texto,
tu n'es pas invité, quelque chose en moi s'est ouvert en grand point. J'avais besoin d'entendre quelqu'un le dire à voix haute, ou mieux encore, de le défaire. Je me suis donc présenté chez mes parents un vendredi soir, habillé sobrement et fatigué. Pas en colère. Pas dramatique. Juste en quête de quelque chose. Maman a ouvert la porte dans son habituel pull bleu pâle. Celui qu'elle portait toujours lorsqu'elle essayait de paraître plus douce. Elle cligna des yeux. Émilie, j'espérais pouvoir me joindre à toi pour le dîner. Elle a hésité un instant, juste assez longtemps pour que je le sente, puis s'est écartée. Nous avons du poulet et des haricots verts. Assieds-toi si tu veux. Papa était déjà à table, lisant le courrier avec ses lunettes remontées sur le front, comme s'il ne pouvait pas se donner la peine de voir ce qui se passait. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes, les fourchettes cliquetant, l'air lourd de non dit. J'attendais que quelqu'un aborde le sujet. Personne ne l'a fait, alors je l'ai fait. J'ai reçu le message de Jason. Papa a grogné. Maman a continué à couper son plat. Ma voix tremblait légèrement alors que je les regardais tous les deux. Tu ne vas pas le laisser m'exclure, n'est-ce pas? Le couteau de maman s'est arrêté une demi-seconde. Papa a expiré lentement et posé sa fourchette comme si je lui avais demandé de résoudre des mots croisés qu'il n'aimait pas. C'est son mariage, Émilie, a-t-il dit clairement. C'est son jour. Je le sais, ai-je répondu, en essayant de garder mon calme. Mais je leur ai acheté la maison que j'ai donnée. Nous le savons, a interrompu maman, son ton teinté de cette vieille irritation familière. Et c'était généreux, mais il ne s'agit pas de toi. J'ai senti mon souffle se couper. Donc tu es d'accord pour que je ne sois pas là, mais que je n'en fasse pas partie? Papa haussa les épaules. Nous ne voulons pas causer de drame. C'est mieux ainsi. Mieux comment? Mieux vaut faire comme si je n'existais pas. Mieux vaut agir comme si ma présence empoisonnait leur journée parfaite. Je les ai regardés fixement, à la recherche d'une lueur de doute, de culpabilité. D'une reconnaissance de ce que cela signifiait. Mais ils étaient déjà retournés à leurs assiettes. Fourchette levée, bouche en train de mâcher, comme si rien n'avait été dit, comme si je n'avais pas été effacé. Tom a attrapé le beurre et l'a passé à papa sans lever les yeux. As-tu appelé le plombier pour l'évier de l'étage? J'ai laissé un message, a-t-il répondu en sirotant son thé. Je suis resté assis, l'estomac creux, la poitrine serrée et brûlante. Je n'étais même pas en colère, mais j'étais abasourdi. J'avais espéré une correction, un rire. Oh, chérie, Jason fait l'imbécile. Bien sûr que tu es invité, bien sûr que tu es de la famille. Au lieu de cela, ils m'ont tendu un silence déguisé en paix. Les larmes ont coulé dans mes yeux avant que je ne puisse les arrêter. Je les ai essuyées rapidement, en espérant qu'ils le remarqueraient. Peut-être que le fait de voir leur fille adulte pleurer tranquillement à leur table déclencherait quelque chose. Du remords. De l'inquiétude. N'importe quoi. Ils n'ont pas arrêté de manger. Maman soupira une fois et murmura, « Ne fais pas ça, Émilie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » Je me suis levée lentement, la chaise raclant le sol comme si elle protestait pour moi. Je devrais y aller. Papa n'a pas levé les yeux. Conduis prudemment. C'est tout. C'est tout. Pas de câlin. Pas d'excuses. Pas de regard. Je suis sortie dans le crépuscule avec l'impression d'avoir été vidée de sa substance. Sur le chemin de la voiture, j'ai regardé la fenêtre, notre ancienne salle à manger brillait d'une lumière chaude, mes parents étaient toujours assis à table, mangeaient toujours. Avançaient toujours comme si je ne venais pas de m'effondrer à l'intérieur. Et ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement Jason. C'étaient eux tous. Ils ne m'ont pas oublié. Ils ont choisi de me laisser de côté. Et maintenant, ils étaient trop investis dans ce choix pour regarder en arrière. Le jour où Jason s'est marié, le soleil était odieusement brillant. Un de ces matins clairs et sans nuages où tout semble trop parfait pour être réel. Je ne me suis pas habillée. Je n'ai pas pleuré. J'ai porté un jean, un simple t-shirt noir et j'ai attaché mes cheveux en un chignon bas. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Juste mes clés dans une main,
un dossier dans l'autre et un silence dans ma poitrine que je n'avais jamais connu auparavant. Et la ville bourdonnait du trafic de la saison des mariages, des rubans blancs sur les antennes des voitures, des camions de fleurs se faufilant entre les voies. Quelque part à l'autre bout de la ville. Jason et Tessa étaient probablement en train d'enfiler leurs vêtements sur mesure, de rire avec leur groupe de mariés en posant pour des photos parfaites sous un éclairage parfait. Moi, je déverrouillais la porte d'entrée de la maison qu'ils appelaient désormais la leur. Techniquement, c'était toujours la mienne. L'acte de propriété était toujours sous la responsabilité d'Emily Carter. L'hypothèque, l'assurance, les impôts, moi. J'avais fait en sorte qu'il l'oublie facilement. Mais je ne l'avais pas fait. Elle s'appelait Dana Sharp Blazer Stédian, pas du genre à faire la causette. L'évaluation est arrivée hier, dit-elle en me tendant le dossier. Ce n'est pas tout à fait le prix du marché, mais vous vous en sortirez quand même confortablement. J'ai acquiescé et j'ai feuilleté le contrat. Tout y était, les chiffres, les conditions, les informations sur l'acheteur. J'avais choisi la famille avec soin. Des jeunes mariés, un enfant en bas âge. Le troisième sur la liste d'attente pour un chien de sauvetage. Ils étaient tombés amoureux de la balançoire du Porsche et avaient promis de remplir la maison de musique et de crêpes du dimanche. Dana a pointé du doigt la ligne de signature, juste ici et ici. J'ai signé les deux sans hésiter. La demande de changement de serrure est arrivée, a-t-elle ajouté en consultant son téléphone. Ils sont en train de terminer. Je me suis tournée vers le serrurier, un homme d'un certain âge vêtu d'une chemise en flanelle rouge, qui m'a levé le pouce en vissant la dernière vis du nouveau pêne dormant. La clé d'origine tinta dans ma poche. Je l'ai saisie une seconde avant de la glisser dans l'enveloppe portant la mention « Retour au propriétaire précédent ». Il n'en aurait plus besoin. Jason n'avait même pas demandé les papiers, il n'avait jamais remis en question la logistique. Il pensait probablement que la maison avait été transférée d'une manière ou d'une autre. Que maman ou papa s'en occupaient, ou que j'étais trop douce pour faire la part des choses. Mais je ne l'étais plus. J'étais fini. J'y suis sortie sous le porche, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux boiseries fraîchement peintes, aux plantes grasses en pot toujours là où Tessa les avait laissées. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai ressenti la justice. Sous cette clarté, celle qui vient après des années à trop porter, à trop donner, à trop aimer pour trop peu, j'ai tendu le dossier à Dana, lui ai serré la main et lui ai dit « Merci d'avoir fait le ménage ». Elle m'a fait un signe de tête entendu. Les gens pensent toujours qu'ils peuvent garder la maison et le mal. J'ai failli sourire. Pas aujourd'hui. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, la brise matinale s'est levée juste assez pour soulever l'ourlet de ma robe. Je me suis arrêtée une seconde. Regardant le serrurier ranger ses outils dans sa camionnette. La porte d'entrée avait désormais un nouveau code. Une nouvelle famille serait à l'intérieur le week-end prochain. Voyons qui est la famille maintenant. Le ciel était de la couleur de vieilles échymoses, d'un violet profond, avec des traînées d'or qui s'estompaient lorsque je suis retournée sous le porche. La maison était silencieuse, toujours vidée des rêves qu'il pensait y voir fleurir. Plus de tapis de bienvenue. Plus de guirlandes lumineuses sur la clôture. Même les tasses à café pour lui et pour elle avaient été emballées et mises en boîte par le stagiaire ce matin. Je me suis assise sur la balançoire du Porsche, écoutant le craquement du bois et les cigales lointaines. Je suis passée lentement, puis une autre, je savais que c'était pour bientôt. Jason n'était rien d'autre que ponctuel. Et elle était environ 7h15 lorsque je les ai entendus rire, des pas sur le gravier. Des talons au claquant contre l'allée, puis le tintement des clés. C'est la voix de Jason qui a retenti en premier. Je suis restée assise, les bras croisés, l'ombre me cachant à moitié derrière le poteau du Porsche. Il a essayé la clé, puis à nouveau, un bruit sec. Une pause. Puis un « Tessa, tu as changé quelque chose », étouffé et confus. La clé a de nouveau raclé le métal. Je pouvais presque imaginer ses sourcils froncés, sa tête penchée. Bébé, elle ne tourne pas. Un autre essai, un grognement de frustration. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tessa s'est avancée. Laissez-moi essayer le mien. Encore des tâtonnements. Silence. Puis, Jason, ça ne marche pas. De mon coin du Porsche, je l'ai regardé tirer sur la poignée une fois, 2 fois. Avant de donner une solide poussée d'épaule comme si la force pouvait réparer ce qui avait déjà été pris. C'est à ce moment-là que je me suis levée. Lentement. Délibérément.
Mes chaussures ont fait un bruit sourd sur les marches en bois lorsque j'ai posé le pied sur le sol. La lumière du porche s'est allumée au-dessus de moi, projetant une lueur chaude sur le visage stupéfait de Jason. Sa mâchoire s'est relâchée. Tessa s'est également retournée, clignant des yeux comme si elle ne savait pas si elle devait faire un signe de la main ou s'inquiéter. J'ai croisé son regard et je lui ai dit calmement, clairement. Je l'ai vendu. Il m'a regardé comme si les mots n'avaient pas de sens. Quoi? J'ai vendu la maison, ai-je répété. Ce matin, les papiers sont signés, les serrures changées, les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux la semaine prochaine. Jason a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Tessa a regardé entre nous. Attends, vendu? Mais c'est notre Jason, de quoi parle-t-elle? La voix de Jason s'est élevée, tranchante maintenant. Tu ne peux pas vendre notre maison comme ça. Elle n'a jamais été à toi, ai-je dit, d'une voix égale. Je l'ai payée, je l'ai possédée, je te l'ai donnée en toute confiance, par amour. Il s'est avancé, la confusion se transformant en quelque chose de plus laid. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous vous moquez de nous. Ce n'est pas une blague, ai-je dit en soutenant son regard. Il n'est plus là. Tout comme la partie de moi qui espérait que tu me traites comme un membre de la famille. Les sourcils de Tessa se sont froncés. Jason, tu as dit qu'elle avait refusé de venir au mariage, qu'elle ne voulait pas en faire partie. Je suis resté silencieux, laissant la tension retomber sur ses genoux. Laisse-la s'asseoir avec ça, a dit Jason, soudain incertain du sol sous lequel il se trouvait. J'ai bien, elle ne l'était pas. Je n'ai pas été invité, ai-je dit en descendant la dernière marche du porche. N'oubliez pas, famille proche uniquement, les mots sont tombés comme des briques. Tessa se tourna lentement vers lui. Tu m'as dit qu'elle avait choisi de ne pas venir, tu n'as jamais dit qu'elle était exclue. Jason eut l'air piégé, ses yeux s'écarquillèrent. Je ne pensais pas que c'était important. Pour moi, c'était important, ai-je dit. Et sur ce, j'ai quitté le porche et me suis dirigé vers ma voiture, le son de leur voix, la confusion, la colère, s'effilochant, s'estompant derrière moi. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne suis pas parti dans un tourbillon de pneus et de drames. Je suis juste parti. Parce que ce n'était plus à eux de décider à quel genre de famille j'appartenais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent. Mais en l'espace de quelques minutes, leur 4x4 a dévalé la rue et s'est garé de travers derrière ma voiture. Les portes se sont ouvertes en même temps. Et puis les voix sont arrivées. Celle de Jason, puis celle de Tessa, et enfin celle d'Emily Jane Carter. Maman. Je me suis retourné lentement, toujours debout du côté du conducteur. Les bras croisés contre ma poitrine, comme si cela pouvait me protéger de la tempête qui s'annonçait. Mon père se dirigeait vers moi à grands pas, en chaussettes. Il avait dû sortir en courant. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-il beuglé, le visage rouge, la poitrine gonflée comme s'il était encore l'homme qui imposait les règles dans cette famille. Je n'ai pas bougé. J'ai vendu la maison, c'est ça le sens, s'est exclamé maman. Toi, après tout, après le cadeau, tu punis ton frère le jour de son mariage. Jason m'a montré du doigt, sa voix s'élevant presque jusqu'au gémissement. Tu es incroyable, tu es même psychotique. Attends le jour de notre mariage pour faire ce coup. Le jour de ton mariage, ai-je répété en le regardant droit dans les yeux, où je n'étais pas le bienvenu. Tessa était silencieuse maintenant. Se tenant à quelques pas en arrière, son expression indéchiffrable alors qu'elle regardait le chaos se dérouler. Jason a tendu un bras vers elle. Tu ne voulais pas venir, je te l'ai dit. Non, ai-je dit, assez fort pour les couper tous. Tu m'as dit de ne pas venir, tu l'as envoyé par texto. Seulement la famille proche, souviens-toi. Et je me suis tourné vers Tessa, les sourcils froncés. Quoi? J'ai hoché la tête lentement. Il m'a dit que je n'étais pas invitée, que c'était réservé à la famille proche. Elle a regardé Jason, un léger tremblement entrant dans sa voix. Tu as dit qu'elle avait refusé de venir. Jason a cligné des yeux, visiblement déstabilisé. Elle n'allait pas venir de toute façon, Tessa. Elle a toujours eu des problèmes avec, j'avais encore le message, ai-je interrompu. Tu veux le voir? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le message. En 2 temps 3 mouvements. Je l'ai brandi pour qu'elle le voie.
Ses yeux ont parcouru l'écran. Sa bouche s'est ouverte. Puis la fureur s'est emparée d'elle. Elle a regardé Jason comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu m'as menti. Tessa, tu as menti. Sa voix s'est fissurée comme du verre sous pression. Tu as dit qu'elle ne voulait pas venir. Tu as dit qu'il serait maladroit de la forcer. Jason s'est approché d'elle. Chérie, je te protégeais de son drame. Son drame, s'emporte-t-elle? Elle nous a acheté une maison, Jason. Elle nous a tout donné et tu l'as effacée comme si elle ne comptait pas. Maman s'est interposée, essayant de réorienter les choses. Ne faisons pas ça ici. Tout le monde est sous le coup de l'émotion. Nous pourrons en parler plus tard. Non, Tessa l'a interrompu, la voix tranchante. Nous allons parler maintenant. Elle s'est approchée de moi, le souffle coupé. Je n'en avais aucune idée. Émilie, je ne savais pas. J'ai étudié son visage. À la recherche d'une quelconque trace de manipulation. Mais ce que j'ai vu était réel, le choc, le regret, un chagrin étrange. Je ne l'aurais pas fait si j'avais su, a-t-elle murmuré. Jason se moque. Tu es ridicule. Non, dit-elle en se tournant vers lui. Tu as menti à ta propre femme au sujet de ta propre sœur. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre, Jason? Qu'est-ce que tu as décidé d'autre tout seul en me souriant au visage? La mâchoire de Jason s'est contractée en silence. Tessa s'est retournée vers moi, a pris une inspiration et a dit, je suis avec toi. J'ai cligné des yeux. Je veux qu'on règle ça ensemble de toutes les façons possibles. Le vent bruissait dans les arbres au-dessus de nous. Derrière elle, mes parents se tenaient dans un silence stupéfait. Jason avait l'air d'être sur le point d'exploser. Je n'ai rien dit au début. J'ai laissé le silence s'étirer. Parce que, pour une fois, c'était eux qui s'agitaient. C'est eux qui se demandaient ce que j'allais faire ensuite. Et pour la première fois de ma vie, on me voyait pas par ceux qui m'avaient élevé, mais par quelqu'un qui n'avait rien à gagner à prétendre que j'avais de l'importance et qui avait quand même choisi de se tenir à mes côtés, alors j'ai hoché lentement la tête. D'accord, la main de Tessa effleura doucement mon bras. Tu mérites mieux, ils le méritent tous, ai-je expiré. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que l'air était coincé dans ma gorge. Commençons par la vérité, ai-je dit. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée assise en face de Tessa dans un petit café près du centre-ville, l'un de ces endroits reculés avec des chaises dépareillées, un éclairage chaleureux et l'odeur de la vraie cannelle dans l'air. Nous étions toutes les deux en jean et en sweat à capuche, sans maquillage. Sans prétention. Juste 2 femmes qui en avaient trop vu et qui commençaient enfin à parler librement. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait envoyé ce message, dit Tessa entre 2 gorgées de son café au lait d'avoine, en secouant la tête. Comme si tu n'étais qu'un pis-aller après nous avoir acheté une maison. J'ai ri, non pas amèrement, mais librement. Honnêtement, j'aimerais pouvoir dire que ça m'a surprise, a ajouté Tessa. J'ai annulé la lune de miel, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, sa mère ne l'a pas bien pris. J'ai levé un sourcil, la mienne non plus. Nous avons toutes les 2 éclaté de rire, vif, soulagé, presque jubilatoire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que nous le pouvions. C'était la première fois que je riais de tout cela. À la table voisine, une femme aux boucles grisonnantes et à la cicatrice juste sous l'œil a levé les yeux de son journal. Je ne veux pas écouter aux portes, dit-elle doucement. Mais je connais ce rire. La même chose m'est arrivée, à moi et à ma sœur. L'invitation au mariage est arrivée et repartie, il n'y avait pas de place pour moi. Tessa se tourna vers elle, souriant en signe de reconnaissance. Laissez-moi deviner, on voulait garder les choses simples, dit la femme en riant. Ou nous ne voulions pas créer de tension, comme si j'étais la tension. Nous avons tous acquiescé. Il n'était pas nécessaire d'expliquer. Nous le savions. La trahison par le sang ne saigne pas fort. Elle vous laisse simplement regarder de l'extérieur pendant que tous les autres dansent. J'ai regardé autour de la table ces 2 femmes, l'une à qui l'on avait menti, l'autre qui avait vécu son propre exil, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de l'amertume? De l'appartenance. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une fine enveloppe en papier. J'ai signé les papiers ce matin. Tessa a cligné des yeux. Quel papier?
J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle. À l'intérieur se trouvait à nouveau l'acte de propriété, avec mon nom imprimé en clair en haut. J'ai racheté la maison. Elle a souri, surprise mais pas choquée. Tu le gardes, ai-je acquiescé. Cette fois, je ne la donnerai pas. Je ne donnerai plus des morceaux de moi en espérant qu'ils l'aimeront. L'autre femme a levé sa tasse de café. Pour récupérer ce qui nous appartient. Nous avons fait teinter nos tasses comme si c'était sacré, car d'une certaine manière, ça l'était point. La maison n'avait plus la même allure. Les mêmes os, la même balançoire, mais tout le reste avait changé. Les rideaux étaient ouverts. Les murs étaient peints d'une couleur chaude, pas stérile. Et il y avait des livres sur toutes les surfaces. Et le rire vivait dans les coins comme s'il payait un loyer. Un an s'était écoulé depuis le mariage qui n'était pas le mien. Un an depuis que Jason avait perdu sa clé, depuis que la voix de Tessa s'était brisée d'incrédulité, depuis que les serrures s'étaient refermées pour de bon. Je me souviens encore de chaque seconde de cette nuit-là. Non plus avec colère, mais avec clarté. Comme une photographie que l'on n'essaie plus de retoucher. Aujourd'hui, ce même porche accueillait une longue table garnie d'assiettes dépareillées et de bougies vacillantes. Des guirlandes électriques bourdonnaient au-dessus de la tête. Un disque diffusait une musique soul à travers la porte moustiquaire. Tessa était là, plus petite maintenant, confiante, plus forte. Elle avait demandé l'annulation de son mariage il y a 6 mois et n'avait jamais regardé en arrière. En face d'elle se trouvait Dana, mon agent immobilier devenu ami. Qui connaissait toutes les bonnes boulangeries dans un rayon de 5 miles et qui est arrivé ce soir avec 3 tartes. De l'autre côté, il y avait la femme du café, Myriam. Elle était devenue une habituée de ma vie, l'une de ces âmes inattendues qui arrivent discrètement et restent bruyantes dans votre cœur. Et moi, j'étais assise au bout de la table, ma table, dans ma maison. La salle à manger, où l'on servait autrefois du poulet congelé en silence, vibrait désormais de conversation et de gentillesse. Chaque chaise était remplie, non par obligation, mais par des personnes qui avaient choisi d'être là. Tessa a levé son verre. Cela fait presque exactement 1 an, hein? J'ai souri. Presque à l'heure près. Devrions-nous le faire? Myriam a souri en me poussant du coude. Je pense qu'il faut le faire, a dit Dana, en levant déjà son verre. Je me suis levé, le cœur chaud, la gorge serrée. Pour verrouiller les portes, ai-je dit lentement. Laissant le souvenir s'épanouir juste assez pour l'honorer, ainsi que les vérités qu'il ouvre de force. Et aux familles que nous choisissons, a ajouté Tessa, d'une voix ferme et fière. Nous avons tous levé nos verres. Aux familles choisies, ai-je répété, la voix un peu plus pleine maintenant, un peu plus sûre. Pour verrouiller les portes et déverrouiller les vérités. Le tintement des verres a retenti à travers la table, doux et sûr. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas seulement sentie intégrée. Je me sentais chez moi. No, it's a co-op game. You're really bad at these. That's interesting because I was with the ship and somebody else wasn't with the ship. Where's the controller? It's up here. Whee! Ha ha ha! Again! Uh-oh. You better hurry up. Uh-oh. Because... Uh-oh. 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 Okay. Yeah, you need to be quick, pal. All right, it stopped on that? Okay, that's fine. Okay. Hold on. Well, we just took a lot of fucking damage off that, so... It's fine. I don't think so. It's about to explode. Keep going. It's gonna be fine. I don't believe you. I do. Whoa, 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 whoa. I can't. What can't you do? I'm trying to fix the car, and I can't because of stuff in the way. Here we go. I don't think we have enough scrap metal to fix it. It's not scrap metal. It's motor oil for the engine. It's fixing the tires with the power drill. Lots of stuff.
my god. Alright, there we go. Now. It's still dead. What? It's still almost dead. Because we don't have any body panels. Dude, I know, but I can only do so much. He's There you dead. go. He's dead. Oh my god. So- You are so Just negative. Just let him go. Just What let are him roll you down the even hill. talking about? Car. He's dead. He's not, you fucking idiot. We're here. He's Jesus H. Christ. fucking dead. Hey, go here. Oh, me, oh my. He's dead. Alright. This is fine now. You want to get in it and drive it or what? I'm gonna try. You ready? Uh-huh. Go. Yeah, see that teamwork. Pull that bitch in the garage. See what the repairman does. Hey, checkpoint! Fuck yeah! Good thing you didn't kill it. Oh shit. Reverse. Don't reverse too far. You're gonna be fucked off. Nope, now you're stuck on a rock. I'll be stuck on your rock if you're not careful, bruv. Whoa! Alright, what's this? What's this do? I don't think I can use it. I can't use it. Why? Fucking idiots. Did you use it? Yeah, I'm using it right now. I don't know what it's doing. It's healing the car. Keep doing Oh, it. sick! Why didn't it give me the option to use it? That's bullshit. I don't know. I just grabbed it and started repairing. It never showed me an option to interact with It doesn't give me an option to interact either. I just did it. it. Yeah, okay. It just said repair frame, and I said, okay, let me click. You didn't even give me that, pal. It's all in the bottom right corner. Look. There's no bottom right corner. Okay, I'm serious. Can you, you sound really dumb. I don't understand how you don't see that. Yes, ads are in a minute, by the way. 1 minute? 1 minute. Sorry, I had to adjust my bum. All right. See, I knew you could do it. Shut up. It didn't give me the option before. Okay. Not stupid. It didn't give me the option. All right. You bastard. Ready? Get in the car. Sound No, very we got- smart. Hey. What? Hey. There are items I would like to pick up here, pal. What items? There's nothing here. Yes. For one, we Dude. can have 2 winch controllers, and that will save us some time. Oh, Okay? dude, Chicken Man. Are you liking El Jefe more than me now? What is this? Smorts. Give me the fucking... Give me that thing. Hey, oh my god, you had a whole tire? Wow. There's 3 tires. Or no, these are 2 tires. Let's see what's around back. Our shit's fully healed, it just doesn't have any armor. Yeah. Yeah. All right, let's see where I need to go now. Hada! All right, so we are here. So we need to take this road this way, through this way, over the river and through the woods, through here, Oh, through this is the here. revive station for your friends. Yes. Chicken Man asks, El Jefe, do you like being called a good boy? Sometimes. I nodded. All right, bruv, where are you? That really depends on if I've actually been a good boy or not. He's never a good boy. The grill's fucked. I can't make my meat patties. Why is the grill fucked? Well, it doesn't work anymore. It's a disposable grill. Where are you? Wait. Oh, you're at the campsite. Yeah, I made some burgers over there.
It doesn't give me the option to fire it up. It's literally your right mouse button. Do you not see in your bottom corner, right corner? I see this. Hold on. Give me the fucking thing, please. No, it's used up. It won't fire up. Okay, thank you for making me feel stupid then. Well, you said it didn't give you the option. It gave me the option. It just wouldn't work. We use motor oil like in a fucking jug here? Dude, what is this? Chug, chug, chug. Some cheeseburgers? I can has cheeseburger? Cheese churgers. I can has cheeseburger. Alright, bruv. I'm leaving. Cause I'm leaving on a jet plane. Alright, I need you to stand behind me to know when I'm done backing out. Wow, you're not even standing behind me. You're correct. Wait. Got you. Wow. You got a mirror. Hell yeah, brother man. Now you can back that ass up. No, not that far. Holy shit. What are you even doing? There's nowhere for me to go. I don't know how to go or where to go, because me backing up is just gonna really cause problems. All right, wait, I got it. You're fine. Oh no. I don't think this is okay. What am I stuck on? Oh. Whoopsies. Why am I stuck? Alright, there we go. Wencher! I just need it to be so it's on the road, not the other way. Yeah, there we go. We're good. Stunning. Alright, release the winch. I miss my old tape. Can we stop that? You can cycle it, dude. What do you mean? Well, cycle it for me. Thanks. It says 12 disc cassette changer. Off we go! Into the wild blue yonder, flying high into the sun. Is that a bear? What? No, it's just an animal. What aminal? A bear. Yeah, wait. Chicken Man, I have my own twerk now. Use my twerk. Don't tell Chicken Man what to do. Oh, I will. He can use that twerk if he There it is. Twerk that ass. Twerk that ass.